Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage paru dans la même collection. 19. Idéalisme d'Orient et d'Occident. Exercice d'interfécondation. 18. Approaches and Implementation of Asian and European Official Development Assistance, ODA. Similarities, Specificities and Convergence. 17. Vision de l'Empire du Milieu au XVIIIe siècle en France. Illustration des mémoires concernant les Chinois, 1776 à 1791. 16. Transferts artistiques. Entre Orient et Occident du XVIIe au XXIe siècle. 15. Altérité rencontrée, perçue, représentée. Entre Orient et Occident du XVIIIe au XXIe siècle. 14. La traduction entre Orient et Occident. Modalités, difficultés et enjeux. 13. Entre mer de Chine et Europe. Migration des savoirs, transfert des connaissances, transmission des sagesses du XVIIe au XXIe siècle. 12. Christianisme et Orient, XVIIe-XXIe siècle. 11. Mondialisation et identité. Les débats autour de l'occidentalisation et de l'orientalisation, XIXe-XXIe siècle. 10. Entre puissance et coopération. Les relations diplomatiques Orient-Occident du XVIIe au XXe siècle. 9. De l'Orient à l'Occident et retour. Perception et représentation de l'autre dans la littérature et les guides de voyage. 8. Image de la Chine à travers la presse francophone européenne de l'entre-deux-guerres. 7. La diplomatie belge et l'Extrême-Orient. 3 études de cas, 1930 à 1970. 6. Passeurs de religion, entre Orient et Occident. 5. Droits humains et valeurs asiatiques. Un dialogue possible. 4. Perception et organisation de l'espace urbain. Une confrontation Orient-Occident. 3. The Korea Noir, a Eurasian Perspective. 2. Individus et communautés. Une confrontation Orient-Occident. 1. La mort et l'au-delà. Une rencontre de l'Orient et de l'Occident. Table des auteurs. Xiaoping Kang, professeur, Université nationale centrale, Taïwan. Patricia Gio, responsable du Centre de langue et culture chinoise, Institut Marie Apps. Yvan Gros, professeur, Université nationale centrale, Taïwan. Frédéric Legrand, professeur, Université Laval, Québec. Tanguy Lepesant, professeur, Université nationale centrale, Taïwan. Lin Teyou, professeur, Université nationale centrale, Taïwan. Paul Servet, professeur, Université catholique de Louvain. Baudouin Van den Abel, professeur, Université catholique de Louvain, maître de recherche, FRS-FNRS. Vestiaire entre Orient et Occident. Représentation, utilisation et instrumentalisation. Yvan Gros. La philosophie chinoise rend manifeste au plus haut point ce qui paraît être un trait central de toute ontologie analogique, à savoir la difficulté à distinguer en pratique, dans les composantes des existants, entre ce qui relève de l'intériorité et ce qui relève de la physicalité. L'exigence de clarté et de méthode nous commande de poser une définition préalable. Le bestiaire relève de la théorie des genres et pourrait se définir comme un genre médiéval, comme peut l'être l'allégorie, c'est-à-dire une forme canonique qui s'est développée en Europe à une époque relativement précise, qui a vécu et s'est éteinte et dont les avatars postérieurs ne sont que des formes dérivées, quelque peu dégradées. On dira alors, mimant l'entrée lexicographique des dictionnaires, bestiaire non féminin. Genre essentiellement médiéval qui consiste en une collection sur un mode descriptif et savant des animaux réels ou fabuleux. Ex. Le bestiaire de Pierre de Beauvais, avant 1218, est rédigé en dialecte picard. Par ext. Toute collection d'êtres appartenant à l'espèce animale qui peuple l'imaginaire. Ex. Le bestiaire d'Apollinaire ou Cortège d'Orphée est un ensemble de 30 courts poèmes de Guillaume Apollinaire publiés en 1911 et illustrés par des gravures de Raoul Dufy. Ainsi reviendrait-il au Moyen-Âge d'avoir inventé le genre. C'est le parti adopté, dans son article liminaire, par le médiéviste Baudouin Van den Abel,
lequel rappelle que le mot bestiaire supporte deux acceptions, l'une stricte et littérale et l'autre approximative et secondaire, et qu'il ne traite que de la première, à savoir des œuvres consacrées aux animaux. Son étude, qui parcourt toutes les langues médiévales, propose un panorama érudit et passionnant du genre depuis le premier spécimen de bestiaire, le Physiologus, modèle d'une série d'ouvrages didactiques et moraux qui mêlent histoire naturelle et symbolisme, et dont la veine ne s'épuisera qu'avec la Renaissance. On peut déduire leur destination de la qualité des ouvrages et de la présence des enluminures, certains servant soit au sermon, soit à l'enseignement. C'est le cas notamment du Physiologus Théobaldi, le plus modeste et aussi le plus diffusé d'entre eux. Cet état des lieux de la recherche en matière de bestiaire médiéval est indispensable pour servir d'étalon et de préambule à toute discussion. Non par souci polémique mais parce que les études qui composent ce recueil, présentant d'autres traditions, illustrent plutôt la seconde acception de la définition de bestiaire, l'ensemble des représentations des animaux dans une œuvre et une culture donnée. Comme souvent, l'usage contrarie l'exigence de précision. Cette contrariété provient en partie d'un amalgame gênant entre bestiaire et métaphore animalière. Il s'agit là de deux opérations de pensée en apparence bien distinctes, mais qui se trouvent fréquemment confondues. La première est d'essence encyclopédique. Elle consiste à suivre et commenter le répertoire animal, antilope, bouc, chacal, dragon, etc. La forme abécédaire est facultative. Le registre fabuleux également. La seconde est de nature analogique. Elle consiste à reporter la communauté humaine sur le règne animal ou inversement, l'opération métaphorique étant bien souvent symétrique et réversible. On peut présenter les hommes sous des traits zoomorphes. La fable et la caricature de presse pourraient fort bien illustrer le genre. Ou encore attribuer aux animaux un caractère anthropomorphe. La portée morale des bestiaires médiévaux leur donne cette caractéristique stylistique. Le bestiaire se démarque par ailleurs par sa vocation épistémique et didactique. Il cherche d'abord à faire état de connaissances sur le monde animal. Tandis que la métaphore animalière comporte une dimension fictive et poétique. Elle cherche à provoquer des visions à des fins narratives ou argumentatives. L'une est circonscrite dans le temps et l'espace, le Moyen-Âge européen, l'autre semble universelle et séculaire, et en tout état de cause, comme ce recueil en témoigne, présente dans un grand nombre de cultures bien antérieures à la période médiévale. On ne peut pas faire plus divergent. Comment expliquer alors une telle confusion ? Dans ces conditions, on risque l'abus de langage en parlant de bestiaire. C'est aussi la crainte de Lucie Déblache qui commente la pertinence du titre choisi pour réunir les actes d'un colloque qui s'est tenu à Clermont-Ferrand sur le bestiaire dans le roman contemporain. Nous pourrions reprendre en grande partie son argumentaire pour justifier la démarche de ce recueil en alléguant que le terme bestiaire concerne les rapports de l'humain et de l'animal, ce dernier étant conçu dans l'acception la plus large de créatures définies en opposition aux espèces humaines. Procédons différemment. L'usage retient d'abord quelques traits sémantiques discriminants qui suffisent à constituer le signifié global du lexème bestiaire et autorisent à s'y référer sans tomber dans l'impropriété. Collection, animalité, représentation. Une collection d'animaux représentés fait bestiaire. La langue est ainsi faite qu'elle rend la frontière entre collection de types d'animaux et recueil de métaphores animalières parfois ténues. Bête de pouvoir. Caricature du XVIe siècle à nos jours, se présente par exemple comme une étude iconographique de caricatures forgées sur des visions zoomorphes. Elle tient à la fois du bestiaire et de la métaphore animalière. Pour preuve de cette double appartenance, cette critique de presse intitulée « Le bestiaire imaginaire de la caricature politique » qui comporte le commentaire humoristique suivant. Les animaux, sous toutes leurs formes, ont été également employés comme des figures emblématiques pour personnifier le ou les pouvoirs des hommes ou de l'État. Après une excellente introduction historique présentant l'apparition de ces métaphores animalières dans les images depuis l'aube de l'humanité jusqu'au XXIe siècle, les deux auteurs proposent une sorte d'abécédaire où sont répertoriés les animaux les plus utilisés dans cette pratique caricaturale. Ici, c'est l'effort de compilation doublé de commentaires historiographiques qui autorise à faire un bestiaire de ces portraits d'hommes politiques travestis en animaux, une sorte de bestiaire au second degré si l'on veut, puisqu'il ne réfère pas directement à des animaux réels ou imaginaires mais qu'il présente une série homogène de métaphores animalières.
La référence au bestiaire dans son sens second ne prospère pas seulement dans le champ politique. Lors d'une exposition au mémorial de la Shoah consacrée à la représentation de la Shoah dans la bande dessinée, plusieurs œuvres graphiques mettent en scène nazis et déportés sous les traits d'animaux. Mickey au camp de Gurs de Horst Rosenthal, La bête est morte. D'Edmond François Calvo, Victor Dansette et Jacques Zimmermann, Maus de Art Spiegelman. Le procédé appliqué à des sujets habituellement facétieux ou tout au moins légers force la critique à interroger sa fonction et sa portée. C'est l'œuvre monumentale de Spiegelman qui se distingue d'entre toutes. Si le mépris qui a longtemps prédominé face à la BD s'est largement estompé, il n'en reste pas moins une certaine condescendance à l'encontre du genre. On en retrouve l'écho à travers certains regards portés sur Maus. Œuvre dessinée, elle serait plus subjective qu'une œuvre écrite, le recours au bestiaire en ferait une fiction. Indépendamment des interprétations plus ou moins fines dont il est l'objet, le chef-d'œuvre est tantôt considéré comme une tentative de restitution de la Shoah par le biais d'un bestiaire, tantôt comme la transposition d'une métaphore animalière. Ici, l'ouverture terminologique est maximale. L'étiquette importe peu pour les critiques. Les références au bestiaire et à la métaphore animalière réfèrent simplement à un imaginaire animalier et sont interchangeables. Dans tous les cas, c'est la connaissance de l'homme et non celle de l'animal qui est visée. Il est entendu que le bestiaire fait florès au Moyen-Âge et que le genre est frappé ensuite d'obsolescence, mais ces exemples contemporains montrent assez la survivance du concept, quand bien même sous une forme approximative. On peut se demander alors comment expliquer ce phénomène de résistance. Les bestiaires subissent le même sort que les autres genres moralisés. Il est probable que la rupture épistémologique qui marque la fin de la Renaissance et voit l'avènement de la rationalité, responsable de la stigmatisation de la sorcellerie, relègue la pensée analogique au merveilleux. L'anthropocentrisme des Lumières confère aux bêtes un statut bien distinct dans l'imaginaire ou dans la société. Les métaphores animalières nourriront les visions satiriques. Les animaux réels seront quant à eux reconsidérés, et leur présence dans la cité sérieusement discutée. On pourrait s'étonner que le triomphe du naturalisme puis la domination progressive du darwinisme n'ait permis la résurgence du bestiaire. L'herbier, lui, dans son genre, mineur, s'est bien perpétué. C'est peut-être que dans ces nouvelles représentations évolutionnistes, l'homme n'est plus qu'un animal parmi d'autres, or le bestiaire implique l'anthropocentrisme. Au temps des bestiaires, l'homme se distinguait de la bête. Aujourd'hui, les frontières symboliques et réelles, qui pouvaient entrer dans la définition même du bestiaire, ne cessent d'être abolies. Les ouvrages de biosémiotique de Jacob von Uexküll atteignent des sommets des anti-humanismes modernes, selon Giorgio Agamben. Actuellement, le grand jeu de ces contre-bestiaires consiste à inverser l'ordre de placement de l'homme et du singe dans la chaîne des espèces, jeu auquel se livre par exemple le dernier ouvrage du paléanthropologue essayiste Pascal Pic, présenté cependant comme un bestiaire à clé et traversé de métaphores animalières. Les hommes politiques auraient ainsi beaucoup à apprendre des grands singes. L'humour qui domine son essai ne saurait complètement couvrir la portée alarmiste de son propos lié à la disparition des espèces animales. Les biographies animales d'Éric Baratet, son propos est non moins tragique, ont tout du bestiaire et pourraient correspondre à la définition proposée par Baudouin van den Abel s'il n'y avait pas ce même renversement du logo anthropocentrique. En effet, il s'agit bien d'un ouvrage consacré aux animaux, pourquoi ne serait-il pas un bestiaire ? Leurs histoires restituées sont différentes de celles qu'on a édifiées, où ces bêtes, pourtant de chair et d'os, étaient prétexte à parler des humains. Il s'agit de se démarquer du vieux genre pour créer un bestiaire moderne nourri d'éthologie et de biosémiotique, qui ne porte pas ce nom dévoyé, mais qui consiste en un ouvrage consacré vraiment aux animaux. Le propos implicite est le suivant. Il faut rendre justice au règne animal, l'homme étant une bête comme une autre, les bêtes ont droit aux mêmes considérations que les hommes, elles méritent leur biographie. Le point de vue est sans doute audacieux, mais ce n'est pas le propos des études qui sont réunies ici, lesquelles s'intéressent à une symbolique privilégiant justement l'humain. Ainsi la présence des bestiaires anthropocentrés ne se justifie plus,
parce que les avancées de la science ont rendu le dispositif encyclopédique du genre mal adapté. Cependant, celui-ci n'a pas totalement disparu non plus. Il mène une existence fantomatique grâce aux métaphores animalières, grâce à cette constance qui consiste à mesurer les comportements humains à l'aune de l'animalité. Même si l'homme se pense dans la continuité de l'animal, il continue malgré tout d'entretenir un imaginaire propre aux animaux et cet imaginaire peut être l'objet d'un dénombrement, d'un commentaire critique. Les travaux de Roger Caillois sont à ce titre exemplaires, dans la mesure où ils révèlent l'étendue géographique du spectre de l'imaginaire. Son enquête sur l'image de la pieuvre a une portée universelle. Il consacre notamment un chapitre à l'image du poulpe au Japon. En cela, on peut affirmer que l'imaginaire des animaux est une donnée anthropologique qui justifie d'interroger le concept de bestiaire dans des espaces culturels fort éloignés. C'est l'universalité des expériences humaines, bien entendu, qui explique une telle diffusion de l'imaginaire. Or, c'est surtout l'expérience universelle et sensorielle du corps humain, la présence insistante de la végétation et des animaux, notamment les chevaux et les proies du chasseur, mais aussi celle d'artefacts humains rivalisant de simplicité, raffinement et vie sensible avec les productions de la nature, qui fournissent leurs référents concrets aux mots. Marc Fumaroli montre notamment comment la langue a mémorisé les expériences passées en dénombrant et classifiant les métaphores animalières de la langue française, les animaux de la ferme d'autrefois, animaux et êtres vivants de toujours, etc. Ce travail monumental sur la langue française mériterait d'être mené dans d'autres langues. C'est ici, pour déplacer ce cadre théorique qui souffre peut-être d'une absence de décentrement culturel et linguistique, que s'intègre l'ensemble des études sur le bestiaire oriental présentées dans ce volume. Car le traducteur est sans doute un agent bien placé pour évaluer les correspondances possibles entre mémoire, langue et culture. C'est à ce travail comparatif que se dédie Lin Teyou à partir du roman d'Henri Beauchot, L'Enfant bleu. Le critique et traducteur analyse la figure des animaux dans le roman et compare le texte original en français et sa traduction en mandarin à Taïwan. Dans quelle mesure le bestiaire occidental et propre au romancier est-il transposable en mandarin sans être altéré ? La transposition des représentations animalières ne va pas toujours de soi, et donne lieu à des correspondances d'une culture à l'autre fort significatives. Le recours au chengyu, ou proverbe chinois, comportant des allusions aux animaux est fréquent. L'auteur de l'article se livre alors à une classification singulière des références aux animaux, et révèle l'existence d'un bestiaire parallèle au texte original dans la traduction. Ce travail de traduction, quand il concerne la langue chinoise vers la langue française, touche évidemment à l'histoire de la sinologie. Paul Servet en retrace les étapes importantes pour la période 1800 à 1940 à travers les figures de grands passeurs, qui ont consacré une partie de leur temps à récolter des informations sur la Chine en général et sur la représentation des animaux en particulier, tels que les pères jésuites Joseph-Marie Amiot, Léon Vigueur, les sinologues Marinus Willem de Vissé, ou encore Marcel Granet. La représentation des animaux n'a, dans un premier temps, suscité que peu d'intérêt. De simples notices éparses au XVIIIe jusqu'aux commentaires érudits du XXe siècle, la connaissance du monde chinois s'est enrichie peu à peu et la sinologie n'a cessé d'affiner ses analyses au contact des autres sciences humaines en plein essor, pour finalement proposer des ouvrages qui font autorité et à travers lesquels est disséminé un bestiaire oriental à reconstituer. On pourrait considérer une bonne fois pour toutes que le terme bestiaire correspond presque exclusivement aujourd'hui à la deuxième acception de la définition du mot. Même si le sens premier, ouvrage consacré aux animaux, n'est pas le plus fréquent aujourd'hui et qu'effectivement, il est une particularité de l'Europe médiévale, il s'en trouve des formes semblables qui servent le patrimoine imaginaire oriental. Frédéric Logrand par exemple, en se penchant sur la symbolique des petites bestioles en Chine et chez les Inuits de l'Arctique canadien, laisse deviner ce qui peut être interprété comme un bestiaire miniature, dans les deux sens du mot, car au cours de sa prospection, cet anthropozoologue est amené à consulter, entre autres ouvrages, le Ben Seao Jing, livre traditionnel de pharmacopée chinoise qui combine herbier et bestiaire. Le terrain d'exploration du chercheur déborde l'ouvrage spécialisé. Il repose sur une hypothèse audacieuse, l'existence d'un continent écartelé autour du Pacifique, l'Amérasie.
Son étude inaugure une rencontre d'un nouveau type entre Orient et Occident selon un axe inversé. C'est inouï, la Chine devient l'Occident des Inuits. L'observation des coutumes relatives aux insectes et autres petits gabarits pourrait rendre compte de l'animisme et de l'analogisme qui structurent les sociétés dans cette méga-région. Son analyse est sans doute compliquée par le fait que l'intégrité des peuples et des cosmogonies ont été altérées par le temps et le contact avec d'autres peuples et traditions. Malgré une préoccupation commune pour les insectes et le développement d'une symbolique spécifique, les Chinois ont développé une familiarité à leur égard qui n'a d'égal chez les Inuits que leur méfiance voire leur hostilité. Ici le bestiaire comme ensemble des représentations animalières d'une culture donnée prend racine indifféremment dans des traditions orales, des faits d'actualité les plus contemporains ou des ouvrages de lettrés consacrés aux animaux. C'est à ces ouvrages de lettrés que se dédie l'étude exhaustive de Patricia Gio. En rappelant les principes symboliques qui régissent la culture chinoise, elle livre des clés de compréhension supplémentaires pour comprendre ce bestiaire oriental. À la source de la conception analogique du monde chinois, il y a un système linguistique incomparable qui renforce la portée symbolique des êtres. Le travail du sinologue consiste alors à se plonger dans les textes fondateurs de la culture chinoise. Le petit calendrier d'Exia, le classique des montagnes et des mers, le livre des rites, le livre des odes. Certains d'entre eux comportent des bestiaires au sens premier du terme. On y trouvera, comme dans les bestiaires médiévaux, récits mythologiques, superstitions et traités d'histoire naturelle avec ce surcroît de symbolisme lié au jeu entre idéogrammes, pictogrammes, homophones et homographes. Là encore, par-delà les traités comportant des bestiaires, les figures d'animaux sont disséminées dans des ouvrages et des objets de nature différente parmi lesquels des amulettes en jade, des vases en porcelaine et autres objets ritueliques en bronze. Dans une société structurée selon une cosmologie analogique, où les correspondances entre les choses sont inscrites dans la langue même, il n'est pas surprenant de retrouver des traits communs à la culture médiévale du Liber Mundi. L'étude qui clôt ce recueil part d'un interdit selon lequel un chercheur sérieux ne peut étudier l'imaginaire des animaux en dehors d'une culture donnée, et encore moins à l'échelle planétaire. Or, si l'on s'intéresse aux mécanismes de transmission de l'imaginaire aujourd'hui, on constate que la symbolique de certaines bêtes est intelligible à peu près partout dans le monde. Le phénomène est connu sous le nom d'acculturation. En s'intéressant à ce qu'il nomme le patrimoine imaginaire de l'humanité, une équipe de 3 chercheurs en littérature et en sciences politiques, Yvan Gros, Xiaoping Kan, Tanguy Le Pesant, s'est penchée sur le cas du bestiaire taïwanais dans la presse quotidienne. Contre toute attente, le dragon ne figure pas dans ce bestiaire-là. Les animaux qui se distinguent dans les discours politiques et journalistiques varient selon qu'ils apparaissent associés à des sujets relatifs à la politique intérieure ou à la politique internationale. Il est intéressant de noter que les discours de politique intérieure destinés à une consommation exclusivement locale font allusion à des animaux dont la signification n'est compréhensible que par des locuteurs taïwanais. Comme dans le cas de l'étude de Patricia Gio, le degré de subtilité de la symbolique est accru par les jeux d'homophonie propres à l'usage du mandarin et compliqué encore par celui de la langue taïwanaise. Les métaphores sont, sauf heureuse coïncidence, tout simplement intraduisibles. En revanche, les discours relatifs à la politique extérieure sont susceptibles de toucher le plus grand nombre et sont conçus logiquement pour passer les frontières. Ils doivent puiser dans un imaginaire universellement reconnu, le patrimoine imaginaire de l'humanité. Cette opération bien sûr ne va pas sans quelques dérapages parfois cocasses. Si au terme de ce parcours varié, le lecteur déduit que le bestiaire spécifiquement chinois est décidément bien occidental et que le bestiaire médiéval européen s'est lui aussi subitement un peu orientalisé, alors cette rencontre Orient-Occident n'aura pas été vaine. Bestiaires médiévaux, une tradition textuelle en perspective. Baudouin van den Abel. En français, le mot bestiaire peut être compris en 2 sens. Soit il désigne l'ensemble des représentations des animaux dans une œuvre ou une culture donnée, et l'on parle alors du bestiaire de François Villon, du bestiaire de la cathédrale de Chartres, du bestiaire irlandais, du bestiaire de l'héraldique nobiliaire, etc. Soit il désigne une œuvre consacrée aux animaux, un recueil de notices ou d'histoires qui leur sont dédiées. C'est ce dernier sens qui nous retiendra ici, avec en particulier les bestiaires de l'époque médiévale en Occident,
dans une vision panoramique organisée en 4 volets. Un bref état des recherches, une esquisse des linéaments de l'histoire du genre, une interrogation sur la nature de ces textes et un éclairage sur une version qui a été fort présente dans les écoles, le Physiologus Théobaldi. 1. Un domaine de recherche foisonnant. Les bestiaires médiévaux constituent un genre littéraire abondant et diversifié qui traverse toute la période médiévale. Ils ont depuis longtemps attiré l'attention des médiévistes. Philologues affrontant l'histoire mouvementée des filiations textuelles, historiens à la recherche de la symbolique animalière de l'époque, historiens d'art attirés par les enluminures qui accompagnent les manuscrits de luxe du texte. Il y a une indéniable fascination qui se dégage des bestiaires médiévaux, et durant les dernières décennies on a vu paraître dans la plupart des langues des livres qui s'y intéressent. L'étude fondamentale de Florence McCulloch sur les bestiaires latins et français du Moyen Âge, parue en 1960 et mise à jour en 1962, a constitué pendant de longues années la base de départ obligée, par sa présentation claire et raisonnée de cette tradition textuelle. Plus confidentielle, l'étude très fouillée de Nikolaus Henkel sur le Physiologus et ses dérivés allemands, traçait en 1970 des perspectives stimulantes sur les manuscrits et leur contexte d'utilisation. En 1989 parut, sous la direction de Willen Clark et Meredith McMahon, un volume collectif à la mémoire de F. McCulloch groupant une quinzaine d'études et offrant une utile bibliographie cumulative sur le sujet. 2 ans plus tard, les zoologistes anglais Wilma George et Brunsdon Yap approchaient les connaissances transmises par les bestiaires avec un regard scientifique, dans un livre qui ne passa pas inaperçu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.